Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous. En conséquence de l'épidémie évidemment du Covid-19 que nous sommes en train de vivre, c'est dans ces conditions techniques un peu exceptionnelles que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de Sun Business. L'information économique de notre territoire doit continuer d'exister et c'est donc à travers ce format, à distance de mes invités bien entendu, que je vous donne rendez-vous désormais et jusque nouvel ordre. Merci donc pour votre fidélité. Yann Trichard, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce contexte singulier, bien entendu. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Pour commencer notre entretien, je vais vous poser la question de manière très directe et sans doute un peu personnelle. Je me le permets, dans quel état d'esprit vous êtes ce lundi 30 mars, jour et moment auquel nous enregistrons cette émission? Vous êtes un responsable économique et chef d'entreprise par ailleurs, je le précise, particulièrement inquiet. Non, pas particulièrement inquiet, mais soucieux, préoccupé et engagé dans la situation qui est celle dans laquelle on est. Il faut être présent, il faut être le plus engagé possible. Maintenant, dire inquiet, il faut pas. Donc c'est un sentiment qu'on peut pas se permettre. Donc l'idée, c'est plutôt de dire travaillons pied à pied par rapport à l'ensemble des difficultés. Donc on est là-dessus, pied à pied, pour essayer de traiter les difficultés qui se présentent. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui chez les chefs d'entreprise qui font appel à la Chambre de commerce et d'industrie? La certitude que nous allons sortir rapidement de cette crise ou l'anxiété justement de naviguer à vue au quotidien, de devoir gérer l'inconnu sans aucune vision moyen-long terme? Ouais, ce qui a prévalu ces derniers jours, c'était le trouble, en fait, et les questionnements en disant mais qu'a voulu dire l'État, qu'a voulu dire le chef de l'État, et après qu'ont voulu dire les ministres qui n'étaient pas forcément directement en adéquation avec le chef de l'État. Est-ce qu'on se confine, est-ce qu'on travaille? Et donc il y a eu beaucoup de confusion, ce qui est d'ailleurs vraisemblablement inévitable dans une mesure où il a fallu arrêter beaucoup de choses très rapidement et puis ensuite reprendre d'autres choses pour que la vie puisse continuer. Et donc la semaine dernière et les 15 derniers jours ont été principalement des moments de confusion dans lesquels il a fallu trouver des explications et essayer de trouver des pistes de solutions. Justement, alors vous parlez du gouvernement. Au niveau de l'État, double défi sanitaire et économique pour la France, comme pour notre territoire bien sûr, qui est directement concerné, peut-être en deuxième ligne, mais qui va être directement concerné. Notre gouvernement nous dit que nous avons tous les atouts, des infrastructures de qualité, un appareil industriel robuste, une puissance publique à la hauteur. Est-ce que vous partagez cette conviction ou vous considérez que c'est de la communication politique ? Non, je crois que le temps n'est pas du tout à la communication politique, mais plutôt à trouver des solutions. Je crois que l'État a décidé de mettre des moyens en place, beaucoup, sans qu'on sache précisément ce qu'il va falloir, parce que c'est évidemment très compliqué à évaluer. C'est 3 millions d'entreprises en France, donc 3 millions d'entreprises dont une très grande partie d'entreprises unipersonnelles, et ensuite des petites entreprises, plein, et quelques très grandes, mais l'immense majorité des entreprises françaises sont des petites entreprises de moins de 10 personnes, et c'est là qu'il va falloir effectivement trouver des solutions opérationnelles. Je crois que l'État a mis en place une prime ou une subvention pour faire en sorte que les indépendants qui ont perdu leur activité puissent avoir au moins 1 500 €. Je ne sais pas si c'est suffisant ou si c'est pas suffisant, au moins c'est une démarche. Derrière, ce qu'il y a, et nous, notre travail à la Chambre de commerce, c'est d'essayer de conseiller les chefs d'entreprise et les informer sur les dispositions qui existent aujourd'hui, celles qu'il y aura à venir. Et puis, on est en train de travailler sur l'après. Comment fait-on pour relancer l'économie après cette crise? Et la crise, chacun fait le maximum pour s'en sortir. Alors, on va justement parler de l'après, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur ces mesures et ces dispositifs que vous évoquiez à l'instant. Délai de paiement d'échéances sociales et ou fiscales, fonds de solidarité pour les TPE, prêts garantis par l'État et la BPI notamment, dispositifs de chômage partiel. Est-ce que le gouvernement et les collectivités, notamment la région qui s'engage, ont pris la juste mesure de ce qui est en train de se jouer à la fois sur les carnets de commandes et dans les trésoreries des entreprises et notamment des très petites entreprises de notre territoire?
Moi, je crois que tout le monde a conscience des choses. Après, il y a quelque chose qui est compliqué à faire, c'est de réussir à maintenir la sécurité sanitaire, parce que c'est l'essentiel, se protéger, et en même temps la continuité de la vie. Et c'est là où il y a, à mon sens, l'État, les régions, les collectivités locales sont tous mobilisés. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. D'ailleurs, à mon sens, personne ne les connaît. C'est trop compliqué. La systémie de 3 millions d'entreprises, c'est pas simple. Donc, je crois que tout le monde est mobilisé. Après, on trouve les solutions au jour le jour, les meilleures possibles pour accompagner non seulement la trésorerie, mais la trésorerie, c'est du court terme. C'est surtout l'activité qu'il va falloir pour pouvoir continuer l'activité des entreprises pendant et après cette situation de crise. Alors justement, vous parlez de priorité sanitaire. Est-ce que le choix d'une strangulation économique ou de l'économie sur une courte période, c'était la meilleure décision, c'était la meilleure stratégie pour répondre justement face à ce défi épidémiologique ? Strangulation, je pense pas que le terme soit le bon. Il s'agit pas d'une strangulation, il s'agit de dire on arrête tout ce qui peut être arrêté, et en faisant attention à ce que on n'arrête pas toutes les entreprises pour éviter que le système de la vie s'arrête. Puisque en fait, je crois que c'est ça qui était vraiment un enjeu complexe, c'est de savoir à l'intérieur de toutes ces entreprises celles qui jouent un rôle dans la chaîne de la vie, puisque dans la chaîne de la vie. Une entreprise qui fait de la maintenance, par exemple électrique, est importante parce que c'est celle qui va permettre de maintenir les autocoms qui vont nous permettre de faire fonctionner les radios, l'internet, etc. Il faut des entreprises d'informatique qui fassent de la maintenance informatique. Il faut des entreprises de logistique qui permettent aux magasins d'être approvisionnés pour que les gens puissent manger, etc., etc. Il faut des caissières, il faut des livreurs, il y a tout un tas de personnes, en plus des pompiers, des policiers et des personnels de santé, naturellement, qui sont eux au front. Mais pour que des gens puissent être au front, il faut qu'il y ait des gens en seconde ligne, en troisième ligne, qui fassent fonctionner la mécanique, et des industries qui fournissent des masques, qui trouvent des solutions. Là, on est en train de travailler en Pays de la Loire pour construire des respirateurs. Donc, chacun s'organise pour essayer de trouver des solutions de continuité. Et en même temps qu'on fait ces solutions de crise absolue, et il faut se prévoir dans un mois et demi, 2 mois, je ne sais pas quand ça va reprendre, de pouvoir travailler déjà la prévision de cette reprise, et donc, effectivement, avoir permis aux entreprises d'avoir encore de l'argent pour pouvoir fonctionner pour la suite. Justement, alors vous parlez de la capacité des entreprises à continuer de travailler, le respect des gestes barrières et des règles de distanciation édictées par le gouvernement. Est-il réellement justement envisageable dans tous les secteurs d'activité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un scénario, si je puis dire, à l'italienne avec la fermeture totale des activités non essentielles ? Non, mais ça veut rien dire en fait. D'abord, les activités non essentielles, moi il y en a, c'est évident, on se dit ça n'est pas essentiel. Par exemple, on sait, aussi dur soit ce qu'un coiffeur, on peut se passer de se couper les cheveux pendant 2 mois. Et puis on se le fera avec des ciseaux nous-mêmes et on sera mal coiffé, mais c'est pas grave. Par contre, qui peut dire si c'est utile ou pas ? Quand on discute avec un frigoriste, on se dit bon, a priori, si les frigos tombent en panne, c'est pas grave, sauf s'ils tombent en panne dans un hôpital, auquel cas c'est grave. Si on se dit tiens, un fournisseur de matériel électrique, c'est pas grave parce qu'on n'a pas besoin de faire des chantiers électriques sauf que si un composant électrique ou électronique d'une centrale sanitaire tombe en panne, il faut bien que l'artisan ou l'entreprise sous-traitante qui s'occupe de la maintenance puisse aller s'approvisionner la pièce. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a énormément d'entreprises qui sont effectivement dans la chaîne et dont on peut se dire que l'activité chantier n'est pas indispensable, mais par contre l'activité maintenance l'est. Si par exemple on se dit oui, non, bon, il n'y a pas besoin de maintenir des barrières électriques, on se dit c'est pas très grave les barrières électriques, sauf que par exemple les camions poubelles sont stationnés derrière des barrières électriques. Si la personne qui s'occupe de la maintenance des moteurs électriques de ces barrières roulantes est arrêtée, ça veut dire qu'on peut pas le faire, ça veut dire qu'on peut plus ramasser les poubelles, etc. Donc la systémie est très complexe et donc trouver les entreprises qui sont absolument indispensables, c'est quasiment impossible. Même pour un chef d'entreprise, il ne sait pas quelles sont les interactions qu'il y a derrière à 1 ou 2 échelons. Donc on a besoin de sens, de bon sens de chacun des dirigeants pour dire est-ce qu'à un moment donné je sers dans la chaîne globale de la vie, et donc les ouvriers et employés de ces entreprises-là, trouver en relation dans le dialogue social avec les chefs d'entreprise, trouver les bonnes solutions qui font qu'on peut travailler et continuer cette activité. Alors justement, déterminer au sein de chaque organisation s'il faut continuer à travailler et dans quelles conditions, on a quand même
même le sentiment d'une grande confusion. Quelle est la qualité du dialogue social dans nos entreprises aujourd'hui? Est-ce que vous appelez à une certaine forme de désobéissance pour continuer justement le travail? Moi, j'appelle pas à une désobéissance, j'appelle à une logique qui est le sentiment de la fraternité nationale. À un moment donné, on a chacun dans cette crise-là un rôle. Un petit rôle, un moyen rôle, un grand rôle. En tout cas, il n'y a pas de rôle qui ne soit pas essentiel. Donc chacun, dans la logique de dialogue social, doit travailler à faire en sorte de dire « Écoutez, on est dans une situation critique globale et donc il faut qu'on ait notre rôle. Et ce rôle-là, il faut qu'on l'opère. Et donc c'est dans la discussion avec l'ensemble des PME. Est-ce que ça se passe bien dans les entreprises ? Pour moi, la réponse est oui. Dans 90% des cas, 95% des cas, les choses se passent bien entre les dirigeants et les collaborateurs. D'abord, ils se connaissent. L'essentiel des entreprises françaises, ce sont des toutes petites entreprises. Donc tout le monde se connaît, s'appelle par son prénom et travaille. Il y en a qui ont décidé d'arrêter, il y en a qui ont décidé de continuer. Ils le font à l'intérieur d'un dialogue social et moi j'appelle à ce que ça continue comme ça et je suis extrêmement confiant sur la capacité du dialogue social à l'intérieur de nos entreprises en France. Ouais. Alors Yann Trichard, je voudrais qu'on parle des usines de production et de transformation agroalimentaire, les acteurs de la logistique qui pourraient un jour ou demain s'arrêter de travailler. Est-ce que vous avez des informations sur un risque potentiel de pénurie ou en tout cas un moment de mesure de rationnement alimentaire sur notre territoire dans les jours ou dans les semaines à venir ? Non, il n'y a aucun risque de rationnement alimentaire si jamais chacun, comme je viens de le dire, participe à la chaîne globale. Il nous faut des agriculteurs qui continuent de produire. Pour ça, il faut que leur production puisse effectivement être acheminée vers les entreprises de transformation et que de ces entreprises de transformation, la logistique fonctionne, y compris le transport, pour aller jusqu'aux entreprises de distribution, pour aller jusqu'à l'assiette des concitoyens. Donc, c'est vraiment une chaîne globale et donc il faut que chacun se responsabilise par rapport à ça. Il en va d'une question de solidarité nationale et de fonctionnement. Comme dans une guerre, c'est le terme qui a été employé par le chef de l'État, eh bien, il faut des gens qui soient à la logistique. Et donc, nous sommes tous des petits maillons de la logistique. Et donc, il faut que nous soyons responsables par rapport à ça. Et donc, de manière à ce que ça puisse continuer. On travaille avec la Chambre d'agriculture, avec la Chambre de métiers, avec la Chambre de commerce, le Conseil départemental, le Conseil régional, les métropoles, les communautés de communes, tout le monde et l'État. Tout le monde est mobilisé pour ça. Il reste effectivement à ce que les salariés des entreprises travaillent avec leurs dirigeants pour trouver les bonnes solutions, pour être à la fois protégés le plus possible et en même temps permettre que la vie continue de manière à ce qu'on puisse manger et se soigner. Sans être collapsiste, Yann Trichard, est-ce que nous assistons quand même avec ce Covid-19 à l'effondrement d'un système économique qui n'a pas su anticiper cette situation et ses conséquences immédiates et également à un retour de l'État-providence? Non. D'abord, personne ne peut anticiper une situation comme celle-là. Et puis, même si on le pouvait, ça ne servirait à rien. En l'occurrence, ça veut dire quoi ? Enfin, je veux dire, il y a toujours des gens pour pouvoir dire à un moment donné, oui, mais on aurait pu faire mieux. Peut-être. En tout état de cause, on a une économie qui fonctionne. On a une économie qui est résiliente. On voit bien que là, on a un système de protection sociale qui fonctionne. On a un système sanitaire et de santé qui fonctionne et qui est solidaire. On a des industries. Là, j'entendais ce matin Renault qui se met à faire des respirateurs, mais Armor aussi en relation avec l'Université de Nantes qui, en quelques jours, se met à adapter sa production par rapport à ça. Nous avons une économie qui est adaptable et donc et c'est là où effectivement la solidarité joue à plein. Il faut que l'ensemble des personnes travaillent en solidarité. On ne parle pas d'économie, on parle de système de vie. Dans le système de vie, il y a des gens qui produisent des choses. À l'époque où l'économie traditionnelle comme on la connaît aujourd'hui n'existait pas, eh bien on faisait de l'échange et du troc. Là en ce moment, eh bien l'État joue son rôle d'amortisseur et les entreprises s'adaptent pour pouvoir trouver des solutions. Et les entreprises, ce sont pas simplement des noms d'entreprises, ce sont des personnes qui travaillent dans les entreprises au service du bien commun. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Et moi, je crois pas du tout qu'on arrive à une situation de crise dès lors que chacun est responsable et s'engage tout en faisant attention à effectivement se protéger le maximum. Alors, outre justement la refonte d'un service de santé publique qui était déjà évidemment affaibli avant la crise, qu'est-ce qu'il va falloir concrètement changer ? Je voudrais qu'on parle du jour d'après en quelques mots. Dans notre système économique, qu'est-ce qu'il va falloir changer dans les lois du marché pour que ce que nous sommes en train de vivre ne se reproduise plus jamais ? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en pandémie. Donc, en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est capable de se battre contre une pandémie ? La réponse est objectivement non. Donc, s'il y a d'autres pandémies, nous serons confinés parce que c'est la seule réponse possible à ça. Ensuite,
l'économie, tant qu'on a... La seule chose qui va sortir, moi je pense, et qui est favorable, c'est de s'apercevoir que si on veut éviter qu'il y ait des trop fortes pandémies, eh bien, on a intérêt à travailler les circuits courts. Donc c'est très favorable parce que les circuits courts sont en train de se développer. Il faut faire attention à ce que l'on défende l'ensemble des commerces et pas exclusivement des secteurs. Et donc que les petits commerçants, ainsi que les moyens commerçants et les grands commerçants, et les petites, moyennes et grandes entreprises, l'ensemble puisse continuer de fonctionner en ayant à la fois cette sensibilité territoriale, tout en étant effectivement cette compréhension globale dans laquelle on est. Donc ça veut dire des nouveaux systèmes de distribution qui se mettent en place, des circuits courts, et c'est extrêmement favorable, et moi je suis ravi, et donc tant mieux, puisque là il y a des difficultés d'acheminement entre des pays low cost par rapport à des pays par rapport à notre pays, donc on va favoriser la consommation de circuits courts, c'est très bien, tant mieux. Et la relocalisation, pour autant, quel scénario imaginer si le confinement et la crise économique devaient perdurer? Qu'est-ce que vous imaginez comme délai de sortie de crise et de retour à la normale, si je puis dire, entre guillemets? Et c'est pour ça que je pense que c'est très important que chaque personne s'engage véritablement dès aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas capable de dire combien de temps va durer le confinement. Là, on parle du 15 avril. De manière très évidente, on va au moins être jusqu'au 30 avril si on regarde le reste du monde. Et peut-être ce sera le 15 mai. Et si jamais c'est pas le 15 mai, que c'est fin mai, eh bien, il faut bien qu'on réussisse à s'adapter différemment. Et donc là, c'est chaque intelligence individuelle au service de l'intelligence collective dans chaque entreprise qui va nous permettre de trouver les solutions. Elles sont en train de se construire. Donc, on les construit chaque jour en trouvant des solutions pour que chacun puisse continuer à manger à sa faim, que l'électricité arrive dans les foyers, que l'Internet fonctionne, que l'éducation puisse continuer, et tout ça en trouvant d'autres méthodes. On voit bien, d'ailleurs, la radio fonctionne à partir de chez vous, à partir de moyens visio, vidéo, etc. On développe ces services-là. Il y a des tonnes de techniciens qui sont derrière pour qu'on puisse continuer à faire ça. Et ben, écoutez, c'est génial. On est en train d'inventer un monde nouveau, donc dans une crise. Donc, essayons de prendre cette crise avec le maximum d'objectivité et de recul pour trouver les solutions les plus pérennes possibles pour que ce nouveau système dans lequel on s'installe soit un système qui finalement soit encore plus résilient que celui dans lequel on était. Et Yann Trichard, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, merci d'avoir accepté mon invitation dans ces conditions, je le disais, un peu particulières. C'est désormais sur ce format-là que j'aurai le plaisir de vous retrouver chaque semaine avec un nouvel invité de l'économie de notre territoire. Chronique que vous pouvez retrouver bien sûr sur les players et l'application MySun. Merci pour votre fidélité, à très bientôt pour un nouveau numéro de Sun Business.